L'après-midi du 24 novembre 1971, un homme d'âge moyen portant une valise a acheté un billet aller simple à l'aéroport international de Portland pour la ville de Seattle, aux États-Unis. L'homme s'est présenté sous le nom de Dan Cooper. Avec 36 autres passagers et un équipage de 6 personnes, il a rapidement embarqué sur le vol 305 de Northwest Airlines. Une fois à l'intérieur de l'avion, Cooper s'est installé au milieu de la dernière rangée de sièges du côté droit de l'avion. Il a ensuite commandé une boisson et fumé une cigarette, ce qui n'était pas interdit dans les années 1960. Dès que l'embarquement a été terminé, Cooper s'est tourné et a remis une enveloppe scellée à l'hôtesse de l'air Florence Chaffney. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un message écrit à la main indiquant qu'il portait une bombe. Chaffney s'est assise à contre-séhure à côté de lui et a aperçu ce qui semblait être 8 bâtons de dynamite dans sa valise. Les exigences de Cooper étaient très simples. Il voulait $200 000 en espèces et 4 parachutes. Il a également exigé un camion de ravitaillement en carburant prêt à ravitailler l'avion dès son atterrissage à Seattle, menaçant de faire exploser l'avion en cas de non-respect de ses demandes. Dès que l'avion a été en vol, Chaffner est allé informer l'équipage du cockpit tandis qu'une autre hôtesse, Tina Mucklow, est restée à côté de Cooper, agissant comme intermédiaire entre lui et le reste de l'équipage à l'aide d'un téléphone situé à l'arrière de l'avion. L'avion a continué à voler pendant 1h30 près de Seattle pendant que les autorités locales et fédérales travaillaient à obtenir la rançon et les 4 parachutes. L'argent a été collecté en billets de $20 provenant d'une banque locale, tandis que le propriétaire d'une école de parachutisme à proximité a fourni les 4 parachutes. À 17h45, soit plus de 2 heures après son arrivée prévue, le vol 305 a finalement atterri à l'aéroport de Seattle. À ce moment-là, le soleil s'était couché et l'avion a été déplacé vers une partie éloignée de la piste. Une fois l'avion arrêté, la rançon et les parachutes ont été remis à Mucklow, qui les a rapportés à bord. En échange, Cooper a autorisé les hôtesses ainsi que tous les passagers à descendre, dont beaucoup ne se rendaient pas encore compte que l'avion avait été détourné. Avec la rançon en sécurité et seulement 4 membres d'équipage restant à bord, Cooper a informé l'hôtesse Mucklow de dire au capitaine qu'il voulait se rendre au sud, à Mexico, la capitale du Mexique, et qu'il devait voler avec les roues de l'avion sorti, les volets des ailes réglés à un angle de 15 degrés, et maintenir une altitude inférieure à 3 km. Les lumières de la cabine devaient être éteintes et l'escalier arrière de l'avion devait rester ouvert, mais 2 des exigences de Cooper ne pouvaient pas être satisfaites. Premièrement, l'itinéraire demandé par le pirate de l'air ne permettait pas un vol sans escale jusqu'à Mexico. En conséquence, Cooper a accepté de faire une escale pour ravitailler en carburant à Phoenix, Yuma ou Sacramento avant que tout le monde se mette d'accord sur la ville de Reno, dans l'État du Nevada. Deuxièmement, il n'était pas possible de décoller avec l'escalier arrière ouvert, ce à quoi Cooper a consenti à condition que Mucklow reste à côté de lui et lui montre comment l'ouvrir une fois l'avion en vol. Après un arrêt de près de 2 heures, le vol 305 a repris son envol à 19h36. Moins de 5 minutes après le décollage, Cooper a demandé à l'hôtesse de se rendre au cockpit et lui a dit que, dorénavant, elle ne serait plus dérangée. La dernière fois que Mucklow a vu Cooper, il se tenait au milieu du couloir, comme s'il se préparait à sauter. L'hôtesse Mucklow a rejoint le reste de l'équipage et a fermé la porte du cockpit derrière elle. 3 heures plus tard, le vol 305 a atterri en toute sécurité à Reno. Dès que l'avion s'est arrêté, l'équipage est sorti du cockpit, mais il n'y avait aucune trace de Cooper ou de la bombe. L'escalier arrière avait été déployé en plein vol et avait été légèrement endommagé à l'atterrissage. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule explication à l'absence du pirate de l'air. À un moment donné entre Seattle et Reno, Cooper a enfilé le parachute,
est descendu par l'escalier de l'avion et a sauté dans l'obscurité de la nuit. Une fois qu'il a été confirmé que Cooper n'était plus à bord de l'avion, des dizaines d'agents du FBI y sont montés et ont trouvé quelques preuves décevantes, une cravate noire, 8 mégots de cigarettes et un parachute que Cooper avait laissé. Il était évident qu'il avait emporté l'argent et sa valise. Dans les interviews réalisées la nuit du détournement, l'équipage et les passagers ont décrit Cooper comme un homme blanc avec des yeux marrons et des cheveux foncés, semblant être dans la quarantaine. Il portait un manteau foncé, un costume sombre, une chemise blanche, une cravate et des chaussures noires. Peu après être monté dans l'avion, il avait mis des lunettes de soleil. Sur la base de cette description, le FBI a produit le premier portrait robot avec plusieurs visages potentiels. Avant de pouvoir mener des recherches, le FBI devait déterminer le moment exact où Cooper avait quitté l'avion, mais cela s'est avéré plus facile à dire qu'à faire. Aucun des 4 membres d'équipage n'avait vu Cooper sauter de l'avion, pas plus que les 2 avions de chasse qui avaient escorté le vol entre Seattle et Reno. Cela n'était pas surprenant étant donné que l'incident s'était produit la nuit. L'équipage de l'avion a rapporté un événement étrange, un contact avec le pirate de l'air vers 20h05, lorsqu'il a utilisé l'interphone pour demander de l'aide, que Cooper a refusé. Puis, dans les 10 minutes suivantes, l'équipage a ressenti ce qu'il a décrit comme un oscillation ou tremblement de l'avion. À ce moment-là, l'équipage a suspecté que cela pouvait être dû au saut de Cooper. Une reconstitution de l'incident a renforcé cette hypothèse. Les enquêteurs ont ainsi déterminé le moment approximatif du saut, mais qu'en était-il du lieu? Alors que Cooper était très précis sur les caractéristiques du vol et sa destination, il n'avait jamais précisé de trajet exact. En fait, Cooper était tellement impatient pendant le ravitaillement à Seattle qu'il a refusé la demande du capitaine pour un plan de vol, lui disant simplement de prendre la route. Le capitaine a donc choisi de suivre la route aérienne connue sous le nom de Victor 23, sans aucune intervention de Cooper. En suivant cette route, les autorités ont estimé que le lieu le plus probable de l'avion au moment approximatif du saut se trouvait à environ 40 km au nord de Portland. Ainsi, dès l'aube, le FBI a mené une recherche intensive utilisant des hélicoptères, des avions et des forces terrestres. Le problème était que même si l'emplacement estimé du saut était exact, il serait difficile de localiser la zone d'atterrissage finale de Cooper. La vaste zone de recherche désignée couvrait une grande étendue de régions sauvages montagneuses et boisées, ce qui rendait la tâche aussi difficile que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Le 9 novembre 1971, 5 jours après le détournement, l'enquête était toujours au point mort. À ce moment-là, le FBI a reçu une lettre, écrite avec des coupures de journaux, qui disait « Attention, merci pour votre hospitalité, j'étais en difficulté dans la routine le 30 novembre 1971. » Le 30 novembre 1971, une deuxième lettre est arrivée dans le comté de Vancouver, disant « L'estimation de la 3e page du suspect par le FBI ne représente pas la réalité. J'ai apprécié le cocktail gris, je quitterai Vancouver. Merci pour l'accueil. » La 3e lettre, reçue à Portland, Oregon, le 1er décembre, provenait du nord de l'Oregon et était également écrite avec des coupures de magazine Playboy. Cette fois, Cooper a écrit « Je suis en vie et je vis bien dans ma ville. Remarque, je suis le système qui a vaincu le système. » Le même jour, le journal Reno Evening Gazette a reçu une 4e lettre, mais d'une adresse différente. Le message provenait de Sacramento, Californie. La planification préalable de la retraite n'a pas été révélée. Les 2 dernières lettres n'ont pas été immédiatement divulguées par le FBI, car ce dernier considérait les lettres précédentes comme des canulars. La 5e lettre, envoyée le 11 décembre au New York Times, Seattle Times, Los Angeles Times et Washington Post,
était plus longue que les précédentes et contenait plus de détails. Cooper y disait « Messieurs, je savais dès le début que je ne serais pas attrapé. Je n'ai pas volé la Northwest Orient parce que je pensais que c'était romantique ou héroïque ou quelque chose de ce genre. Je ne suis pas un Robin des bois modernes. Malheureusement, il ne me reste que 14 mois à vivre. La lettre continue, ma vie a été remplie de haine, de faim, de pauvreté et encore plus de haine, et il m'a semblé que c'était le moyen le plus rapide de gagner de l'argent et d'obtenir une certaine tranquillité d'esprit. Je ne blâme pas les gens de me détester ou de vouloir m'arrêter et me punir. Mais cela n'arrivera pas. Je vais vous révéler quelques détails qui m'ont permis d'échapper aux autorités. Je ne suis pas un homme fier de lui-même et de ses actions. Je n'ai laissé aucune empreinte digitale. Je portais une perruque et du maquillage à base de cire. Ils peuvent ajouter et supprimer autant de descriptions qu'ils le souhaitent de la part de ceux qui m'ont rencontré pendant le vol, mais nous savons tous qu'ils n'arriveront jamais à une description précise. J'ai voyagé de long en large sur plusieurs vols et je ne me cache pas dans un village isolé. Je ne suis pas un tueur fou. En fait, je n'ai même jamais eu une seule contravention de vitesse dans ma vie. Merci pour votre attention. Après analyse de la lettre, il est apparu qu'elle contenait certains codes. Les analystes en ont déduit la phrase suivante : « Je suis Robert W. Rackstraw ». La 6e lettre, relativement longue comme la précédente, a été envoyée le 8 mars 1972 de Jacksonville, en Floride, à Portland, Oregon. Cette lettre était la dernière. Cette fois, une note manuscrite accompagnait la lettre, adressée à « l'homme riche », ainsi que la signature habituelle. La lettre disait « Cette lettre est pour vous informer que je ne suis pas mort, mais que je suis bien vivant, et que je viens juste de rentrer des Bahamas, donc mes stupides poursuivants peuvent arrêter de me chercher là-bas. C'est une preuve de la stupidité du gouvernement. J'ai aimé les articles sur mon histoire, mais vous pouvez arrêter maintenant, car D.B. Cooper n'est pas mon vrai nom. Je devais faire quelque chose pour appliquer ce que mon oncle m'a appris, mon oncle qui a tant donné à ce monde stupide et ne m'a rien laissé. Je devais faire ce que j'ai fait pour soulager ma frustration, et maintenant je voyage autour du monde, et personne ne peut m'attraper, car je suis plus intelligent que la police et les membres de ce système. S'il vous plaît, dites à la police que D.B. Cooper n'est pas mon vrai nom. Une fois encore, après avoir analysé la lettre et décrypté son contenu, le nom de Robert W. Rackstraw est apparu, accompagné de ce qui suit : je voulais sortir du système et j'ai trouvé le moyen à travers le détournement d'avions. Les enquêtes et les efforts pour recueillir des preuves se sont poursuivis, impliquant environ 800 suspects. À mesure que l'enquête avançait, le nombre de suspects a été progressivement réduit à moins de 12 personnes. Parmi ces personnes, 5 suspects ont fait l'objet d'une attention particulière. En 1972, Richard McCoy est devenu suspect pour la première fois lorsqu'il a détourné un Boeing 727 et s'est échappé par l'escalier arrière, exactement comme Cooper. En raison de la grande similitude entre les deux affaires, certains pensent que c'est forcément la même personne qui a commis les deux détournements. Lors des deux actions, McCoy a utilisé un faux nom et une grenade factice pour menacer l'équipage, ainsi que des notes écrites à la main pour indiquer ses demandes. McCoy et Cooper ont tous deux utilisé l'expression « ce n'est pas une blague » pour avertir l'équipage. McCoy a exigé 500 000 $ en espèces et 4 parachutes, et il a sauté de l'avion dès qu'ils ont survolé sa ville natale dans l'État de l'Utah. En dehors de la méthode similaire, McCoy avait également servi dans la guerre du Vietnam en tant qu'expert en démolition et pilote d'hélicoptère. Il a survécu à l'atterrissage et a réussi à échapper aux autorités pendant 2 jours avant d'être arrêté et condamné à 45 ans de prison. Avant sa mort en 1974, McCoy a refusé de confirmer ou de nier qu'il était D.B. Cooper. D'un autre côté,
McCoy était un parachutiste expérimenté, équipé d'un casque de saut et d'une combinaison spéciale, et il a donné des instructions très précises concernant l'itinéraire du vol. En plus de la grenade factice, McCoy a utilisé un pistolet non chargé pour menacer l'équipage et a échoué à récupérer l'une des notes qu'il avait remises aux hôtesses de l'air. Il avait seulement 29 ans au moment du détournement, ce qui a convaincu les 3 hôtesses de l'air qu'il ne pouvait pas être Cooper. Bien qu'il y ait de grandes similitudes entre ces deux affaires, McCoy pourrait simplement être un imitateur ayant lu des nouvelles sur Cooper. En 1978, Robert Rackstraw a été soupçonné d'être D.B. Cooper. Cet homme était un parachutiste expérimenté et un pilote spécialisé dans les hélicoptères, avec une expertise en explosifs et un casier judiciaire bien rempli. En plus, il avait un oncle qui était un parachutiste amateur nommé John Cooper. Rackstraw avait été renvoyé de l'armée quelques mois avant le détournement, ce qui pourrait indiquer un mobile potentiel. Après tout, le ravisseur avait déclaré qu'il avait une rancune. Lorsque les journalistes et les enquêteurs l'ont confronté, Rackstraw n'a ni confirmé ni nié explicitement être D.B. Cooper, déclarant simplement des choses comme « je pourrais l'être » ou « je n'exclus pas cette possibilité ». D'un autre côté, Rackstraw avait les yeux clairs, contrairement à Cooper. De plus, Rackstraw avait seulement 28 ans au moment du détournement, ce qui ne correspond pas au témoignage de l'équipage et des passagers, qui pensaient que Cooper avait la quarantaine. En 1995, Dwayne Weber est devenu un suspect lorsque, peu avant sa mort, il a confié à sa femme « J'ai un secret à te révéler, je suis Dan Cooper ». Après cet aveu sur son lit de mort, la veuve de Weber a mentionné plusieurs détails, affirmant qu'elle avait trouvé un sac bancaire similaire à celui utilisé lors du détournement et qu'elle avait prétendu que Weber s'était blessé au genou en sautant de l'avion. On dit aussi que Weber faisait des cauchemars à propos de ses empreintes laissées sur l'escalier arrière de l'avion. Un an avant la découverte de l'argent à Tennabar, Weber aurait fait une visite secrète sur le même site. De plus, Weber était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale avec un casier judiciaire étendu et une apparence physique correspondante. Enfin, il avait 47 ans en 1971. D'un autre côté, les empreintes de Weber ne correspondaient à aucune des preuves recueillies du vol 305, bien qu'il n'y ait aucun moyen de savoir si l'une de ces empreintes appartenait réellement à Cooper. En outre, l'ADN de Weber ne correspondait pas à l'échantillon d'ADN prélevé sur l'attache de la cravate. Mais là encore, il n'y a aucun moyen de savoir si l'ADN trouvé sur l'attache provenait effectivement du ravisseur et non d'une autre personne. Ce qui est particulièrement frustrant, c'est que le FBI a probablement eu la meilleure source d'ADN à un moment donné de l'enquête. Comme mentionné précédemment, 8 mégots de cigarettes ont été récupérés sur les lieux du crime, et il est probable que tous contiennent l'ADN de Cooper, puisqu'il était le seul à fumer à ce moment-là. Le problème est que ces preuves ont disparu à un moment donné et n'ont jamais été retrouvées depuis. En 2003, Kenneth Christiansen est devenu un suspect pour la première fois lorsque son frère a remarqué certaines similitudes entre lui et Cooper. Christiansen a travaillé brièvement comme parachutiste. Il a aussi travaillé pour Northwest Airlines en tant que mécanicien et steward. Il avait 45 ans au moment du détournement et était gaucher, une caractéristique qui pourrait correspondre à Cooper, car ce dernier tenait son sac et sa cravate, retrouvés à bord de l'avion, de manière indicative d'un gaucher. Avant sa mort en 1994, il aurait dit à son frère « Il y a quelque chose que tu dois savoir, mais je ne peux pas te le dire. » Après son décès, sa famille a découvert plus de 200 000 $ sur ses comptes bancaires. De plus, Florence Schaffner a déclaré que les photos de Christiansen ressemblaient fortement à Cooper. Cependant, Christiansen ne correspondait pas à la description physique de Cooper, étant plus petit et plus léger. Bien que Schaffner ait remarqué une forte ressemblance,
Elle a également noté que Cooper avait des cheveux plus épais, comme l'indiquent les portraits robots. De plus, il n'y avait rien de suspect dans les sommes d'argent qu'il avait accumulées, simplement issues de la vente de terrain. En 2018, William Smith est devenu un suspect pour la première fois. Smith avait servi dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale et il est possible qu'il ait eu une certaine expérience du parachutisme. Il avait 43 ans au moment du détournement et possédait des yeux brun foncé, correspondant à la description physique. Il ressemblait également au portrait robot, en particulier celui de Cooper. En fouillant dans son passé, les enquêteurs ont découvert qu'un étudiant nommé Ira Daniel Cooper, tué pendant la Seconde Guerre mondiale, avait fréquenté le même lycée que Smith. Smith a travaillé comme agent de gare pour une compagnie ferroviaire pendant la majeure partie de sa vie, mais en 1970, l'entreprise a fait faillite, lui faisant perdre son emploi, ce qui pourrait constituer un mobile, puisqu'il aurait pu nourrir une rancune envers les compagnies aériennes pour leur rôle dans la faillite des compagnies ferroviaires. Il est possible que Smith ait utilisé sa connaissance du réseau ferroviaire pour monter dans un train et échapper aux autorités sans être détecté. Cependant, Smith a passé toute sa vie dans le nord-est des États-Unis, tandis que l'incident a eu lieu à l'autre bout du pays, perpétré par une personne apparemment familière avec le terrain local, ce qui ne fait pas de Smith le candidat idéal. En 1980, un garçon nommé Brian Ingram campait au bord d'une rivière dans le sud de l'État de Washington. En creusant dans le sable, il a découvert 3 liasses de billets totalisant $60 000. Le père du garçon a apporté les liasses de billets usées au FBI, et les billets ont été immédiatement examinés. Les numéros de série correspondaient effectivement à ceux de la rançon. Depuis la découverte d'Ingram en 1980, toute la région de Tinnabar et les terres environnantes du fleuve Washougal ont été fouillées à maintes reprises, mais aucune autre trace de Cooper ni d'argent n'a été trouvée. En ce qui concerne l'affaire des B. Cooper et les détails qui l'entourent, il reste encore de nombreuses questions sans réponse. La vérité demeure mystérieuse. Voici ce que nous savons jusqu'à présent. Dan Cooper est un pseudonyme utilisé par l'homme qui a détourné un avion en 1971 et demandé une rançon avant de sauter de l'avion. À ce jour, son identité réelle et son sort restent non identifiés de manière concluante. Plusieurs théories et spéculations existent concernant l'identité de Dan Cooper et ce qui lui est arrivé après son saut. L'une de ces théories suggère qu'il est décédé après son saut et que sa véritable identité a été enterrée avec lui. Une autre théorie indique qu'il a réussi à survivre et à se cacher, parvenant à vivre sous une autre identité pour échapper à la justice. Concernant les enquêtes, plus de 45 ans se sont écoulés, et de nombreuses questions restent sans réponse définitive. Il pourrait être difficile de rendre justice dans une affaire aussi ancienne et impliquant de nombreuses variables et défis. En fin de compte, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude ce qui est arrivé à Dan Cooper après son saut de l'avion. Ce personnage mystérieux continue de susciter de nombreuses énigmes et questions, et les réponses restent inconnues à ce jour. Nous tenons à remercier tous nos spectateurs fidèles et pour leur soutien continu. Nous apprécions vraiment votre présence et votre interaction avec nous. Nous vous encourageons tous à partager vos avis et commentaires dans la section commentaires. Vos opinions sont essentielles pour améliorer et développer nos services en continu. Nous sommes désireux d'entendre vos idées et questions, car ils nous aident à offrir un contenu et des informations qui répondent à vos besoins.